Dans ce numéro de l'envers du décor, nous allons parler de la libération. Fin 1944, la majeure partie de la France est libérée, excepté quelques poches allemandes à l'est et sur la côte atlantique. Cette libération, les Français l'attendaient depuis 1940. En effet, dès fin 1940, on retrouve ce mot « libération » dans la dénomination des premiers mouvements de résistance comme le mouvement de libération nationale, ceux de la Libération, le journal Libération. La France libre va, elle, créer l'ordre de la Libération. En 1943, à Alger, le gouvernement prend comme nom Comité français de libération nationale. Si on évoque la libération, on ne peut qu'évoquer la résistance, bien que certains pays sont libérés sans intervention d'une résistance intérieure. En ce qui concerne la France, la résistance a joué un rôle lors de la libération. La résistance armée s'est dévoilée au grand jour, apportant son aide aux importantes opérations militaires alliées. On constate de nettes différences régionales lors de la libération. Mais le modèle libérateur est fondé, le plus souvent, sur le couple résistance-allié. L'évaluation de l'apport militaire de la résistance est difficile à évaluer. Eisenhower, qui dirige les forces armées alliées, souligne l'importance des FFI, c'est-à-dire les forces françaises de l'intérieur, en Bretagne et en Normandie. Sans la résistance, la libération de la France aurait été plus longue. Si la résistance a participé au combat de la libération, ce n'est pas un hasard. L'insurrection nationale faisait partie du programme de la résistance, toutes tendances confondues. Contrairement à la résistance belge, par exemple, qui n'a pas su s'entendre sur le principe du soulèvement national. De Gaulle lui-même, dans le discours du 18 avril 1942, nous dit « La libération nationale ne peut être séparée de l'insurrection nationale », ce qui n'empêche qu'il va l'encadrer et la contrôler. On l'a vu, dans la plupart des cas, les villes françaises sont libérées par les Alliés et la résistance, ou par le simple départ des troupes allemandes. À noter quelques exceptions avec de véritables insurrections à Paris, Lille ou Marseille. La plus symbolique est évidemment celle de Paris. On assiste à des combats, la population vient en aide aux insurgés. On érige des barricades, la reddition de l'ennemi en est l'aboutissement. Mais il a fallu le soutien de Gaulle qui fait intervenir les Alliés avec l'arrivée de la 2e division blindée française du général Leclerc et d'une division américaine. De Gaulle, le 25 août, nous gratifie de l'un de ses discours les plus célèbres. « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. » Cette libération a un retentissement international comme nous le montre cette phrase d'un journaliste enthousiaste du New York Times. « Paris libre marque la fin de la nuit nazie en Europe. » Cette libération marque une double rupture, celle vis-à-vis de Vichy bien sûr, mais aussi celle avec la Troisième République. C'est une forme de révolution préparée par la résistance intérieure et la France libre. Voyons la rupture avec Vichy. Les Américains ont longtemps privilégié Vichy à la France libre de Gaulle. Après le débarquement allié en novembre 1942 en Afrique du Nord, les Américains soutiennent l'amiral Darlan, représentant de Vichy. Il est assassiné fin décembre 1942. Pour le remplacer, ils font appel au réactionnaire général Giraud, que la politique de Vichy ne gêne pas plus que ça. Le but des Américains est de marginaliser la résistance intérieure et la France libre de Gaulle. Le CNR, Conseil national de la résistance, fait connaître son soutien à De Gaulle pour renforcer son autorité face aux Alliés. Même si Roosevelt, président des États-Unis, n'apprécie guère De Gaulle, il reconnaîtra sa légitimité vu le soutien que les Français vont lui apporter. La résistance écarte un autre modèle réactionnaire, celui que Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, tente de mettre en place. Son projet, début août 1944, avec l'accord des Allemands et l'aide de contacts américains, faire venir Édouard Herriot, dernier président de la Chambre des députés à Paris, convoquer l'Assemblée nationale de 1940 et accueillir les Américains au nom de la France.
Ce serait une transition conservatrice qui verrait revenir de nombreux parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain. Laval et les autres responsables politiques ayant participé au régime de Vichy seraient ménagés et De Gaulle et la résistance seraient écartés. De Gaulle n'a jamais cru à cette menace. Ce complot désespéré lui semblait sans avenir. Cela démontre néanmoins que pour les Américains, De Gaulle n'est pas l'homme de la situation. Ils ont peur que ce soit un futur général dictateur. En France, la résistance a un chef, De Gaulle, et un programme, celui du CNR, qui préconise l'établissement d'une véritable démocratie économique et sociale, avec le retour à la nation des grands moyens de production et un plan complet de sécurité sociale. D'autres partis proposent cela en Europe. Ce qui distingue la résistance française, c'est de réussir à mettre d'accord toutes les tendances, des communistes aux partis de droite, syndicats et mouvements de résistance. Ce texte, adopté dans la clandestinité, lui apporte une valeur symbolique et incomparable. De Gaulle n'a pas reconnu officiellement le programme du CNR, mais a tenu un langage politique allant dans son sens dans divers discours. En avril 1946, le système économique et social est profondément renouvelé. On parle même de ce programme comme d'une seconde révolution française. Dès 1942, on retrouve cette notion dans la presse clandestine avec par exemple Combat, qui déclare dès septembre 1942 « Nous voulons faire la révolution ». Le rejet des anciennes élites, la collaboration de Vichy et l'influence grandissante des socialistes et des communistes conduisent les résistants à un anticapitalisme virulent, partagé par les hommes venus de la droite comme de la gauche. La résistance, très hétérogène à l'origine, a progressivement dégagé l'idée d'un socialisme humaniste susceptible de réconcilier les pensées socialistes, démocratiques et chrétiennes. Il existe tout de même des tensions politiques fortes, notamment avec les communistes qui défient plusieurs fois l'autorité du gouvernement. Ils resteront en place jusqu'en mai 1947. Tout ceci ne va pas survivre à l'affrontement des partis, ni à la résurgence des fractures politiques françaises. La libération est réalisée pour l'essentiel entre juin et décembre 1944. En France, la résistance est unie et dirigée par un chef charismatique. Cette unité de façade cache de multiples tensions, mais elle permet de réaliser une libération en bon ordre, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. La France libérée, la résistance assume le pouvoir. La tâche à accomplir est énorme. Il faut galvaniser un pays qui a tendance à croire que la guerre est finie. Il faut nourrir et reconstruire le pays, encadrer une population qui souhaite punir les collaborateurs et rétablir les institutions démocratiques.